Bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Colin et aujourd'hui nous allons parler de ce que j'ai sobrement intitulé la chose la plus importante de votre vie. Alors si vous vous souvenez, l'autre jour je vous ai parlé de la monnaie qui pour moi est la base donc de la civilisation actuelle puisque tout le monde l'utilise sans vraiment la comprendre, donc ça c'était vraiment la base. Ensuite j'ai parlé de la retraite. Et j'aimerais bien maintenant parler un petit peu de tout l'aspect technologique et justement tout ce qui lie les trois choses ensemble. J'ai nommé donc le débasement monétaire, la crise des retraites et donc l'IA, les robots et un petit peu tout ce que j'ai nommé l'ère un peu exponentielle. Alors je pense que si vous avez regardé la vidéo de l'autre jour, c'est assez clair sur le pan crise de la retraite. Le débasement monétaire, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'est la perte de valeur de la monnaie due à l'impression monétaire. Donc, plus il y a d'offres sur le marché, plus la monnaie baisse. C'est comme, je vais dire, une tarte. Et l'économie représente la tarte. Si on augmente le nombre de parts, qui est finalement la monnaie, ça ne fait pas grossir la tarte. Ça fait juste baisser la taille des parts. Et c'est un peu ça. Pour ce qui est de l'IA, ça a commencé à se démocratiser en 2021. Et à partir de là, on a vraiment cette ère exponentielle de tout qui commence à s'accélérer encore plus qu'avec Internet. Donc déjà avec Internet, ça s'accélérait. Et donc ce qu'on appelle en anglais le rate of change, donc cette variation augmente. Et bien c'est exactement ce qu'on voit avec l'IA, avec des modèles qui pouvaient faire certaines choses en 2021 et qui, un an plus tard, peuvent faire 2 fois mieux, 4 fois mieux. Et c'est vraiment exponentiel. Maintenant que nous avons rappelé ces bases, nous pouvons aller sur ce que j'appelle la formule magique en économie, qui est la croissance du PIB. La croissance du PIB, c'est vraiment ce que tous les politiques ont envie d'avoir, c'est une croissance du PIB qui est forte, etc. Et quand on regarde de plus près, la croissance du PIB, en fait, dérive de la croissance de la population, de la croissance de la productivité et de la croissance de la dette. Comme nous allons le voir dans un instant, la croissance de la population, surtout dans nos pays occidentaux, est en chute libre, complètement. Même avec l'immigration, on a quand même une variation qui est à la baisse. Ensuite, pour la croissance de la productivité, ça c'est toujours le cas, surtout donc on le voit avec l'IA, avec donc la productivité, si vous voulez, c'est le nombre d'énergie par unité de output. Donc comment est-ce que je pourrais dire ça mieux ? C'est combien de choses on peut faire avec 1 kWh en gros. Et la dette, vous allez voir que donc depuis 2008, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Donc il y a eu la grosse crise des subprimes et à ce moment-là, on va voir que la dette privée a commencé à baisser, ou en tout cas n'a plus augmenté, et ça n'a été que ce qu'on appelle le service de la dette, donc le remboursement des intérêts. Par contre, le gouvernement, donc la dette publique, a commencé à exploser à partir de 2008. Et ça, on va le voir en détail. Alors maintenant, prenons-le dans l'ordre, et donc vous voyez ici la variation annuelle de la population, donc que ce soit aux États-Unis, en Inde et en Chine, et donc vous voyez que pour l'instant la Chine est vraiment en déclin, mais vous voyez surtout, donc depuis les années 70, cette tendance à la baisse, même si elle est faible, il reste une tendance à la baisse, et donc puisqu'il n'y a plus ce driver, je remonte donc dans cette formule économique, si on n'a plus de croissance de la population, forcément la croissance du PIB va en prendre un coup, et c'est exactement ce qu'on voit, puisqu'on voit que nos PIB nationaux dans les pays occidentaux sont passés de 3 à 4% annuels à moins de 1 généralement. Par exemple, en France cette année, on est à 0,8 avec le stock. Si on regarde sur d'autres graphiques également, nous avons donc la croissance de la population par donc niveau de développement. Donc vous voyez que le world, donc en vert, ce sont la moyenne mondiale. Les pays les plus développés ont généralement donc la croissance la plus faible en termes de population, ce qui est normal puisqu'il y a tout ce qui est contraception, tout ce qui est technologie, etc. Et donc vous voyez que les pays les moins développés ont ceux qui ont la croissance de population la plus forte. En Chine, ils ont une croissance de la population énorme, et maintenant en Afrique c'est toujours également gigantesque comme croissance de population. Mais vous voyez quand même la tendance, surtout depuis donc, ici on a les graphiques depuis les années 50, mais spécifiquement depuis les années 70, et j'en parlerai sûrement
dans une autre vidéo parce que à partir de 71, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est cassé, on le verra. Mais vous voyez que à partir de des années 70, la croissance de la population mondiale a été vraiment sur une pente descendante, ce qui forcément, comme je vous l'ai dit déjà, se ressent sur le PIB. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est surtout que vous voyez qu'à partir de 2025 ici, la croissance dans les pays développés est finalement en décroissance. Donc nous perdons de la population. Et c'est ce qui est également validé avec le prochain graphique qui est finalement la différence entre les naissances et les morts en Europe depuis 61. Eh bien vous voyez qu'il y a eu une inversion ici, il faudrait que je bouge ma caméra, allez bougeons là, voilà, en 2012, donc il y avait la crise grecque, etc. Il y a eu une inversion où finalement l'Europe a commencé à se dépeupler avec donc plus de décès que de naissances. Ensuite, maintenant, nous avons la variation donc du PIB cette fois-ci. C'est pas la population, c'est le PIB. Et donc, vous voyez que les États-Unis ont toujours un PIB assez fort, beaucoup moins que l'Inde, puisque l'Inde a une meilleure croissance de la population, donc la croissance du PIB est plus forte, et vraiment le Canada, qui, eux, ont moins d'atouts que les États-Unis, puisque les États-Unis ont quand même la monnaie de réserve mondiale, etc. Et puis des industries comme les GAFAM qui sont mondiales, vous voyez qu'ils sont à 1,5. Mais en Europe, c'est exactement la même chose, on est même plus faible avec la France, donc 1,2 comme je vous le disais, et même cette année, donc en 2000, on est en quelle année 2025, nous sommes à 0,8%. Le Royaume-Uni est aussi à ça, et la croissance donc de l'Allemagne cette année était vraiment à 2 ou 3, donc vraiment 0,2, donc vraiment pas énorme. Maintenant que je vous ai parlé de ça, j'aimerais bien aller encore un peu plus en détail avec des graphiques qui sont de Expan, qui est donc un fonds d'investissement américain, il me semble, mais ils sont basés je ne sais plus où, et ils font des graphiques assez intéressants. Ici, nous avons le PIB réel, donc la variation d'année en année. Donc si le PIB, la croissance a été positive, eh bien ici ce sera en positif. Si elle a été négative par rapport à l'année d'avant, ce sera en négatif. Et donc vous voyez qu'ici, nous avons des datas depuis 1950, vous voyez qu'il y a une tendance, et puis à chaque fois il y a une tendance à la baisse. Il y a des espèces de paliers comme ça qui montrent vraiment cette tendance du PIB donc à baisser en fonction de la population. En plus, nous voyons ici donc les naissances pour 1000 personnes aux États-Unis spécifiquement. Et donc vous voyez que depuis 1960, nous avons quand même cette tendance à la baisse qui maintenant est proche des 10 personnes donc sur une année pour 1000 personnes, donc 10 naissances pour 1000 personnes, ce qui est le plus faible finalement historique depuis 1960. De plus, nous avons un graphique qui pour moi est hyper intéressant. Et c'est donc en rouge, nous avons ce taux de naissance, si vous voulez, et vous voyez que forcément la participation active de la population suit cette tendance, ce qui est totalement logique, puisque avec donc ici 14 ans de lead, puisque de génération en génération, forcément s'il y a moins d'enfants, il y a moins de personnes actives. Et donc ce graphique est très interpellant parce que ça nous dit qu'il y a de fortes chances pour que la population active, en tout cas aux États-Unis, mais ne vous inquiétez pas, c'est la même chose en Europe, aura tendance à descendre vers les 56% à l'horizon donc 2035. De plus, nous avons un autre graphique hyper intéressant à mon sens qui est donc la participation, toujours en brun, donc vous voyez ici, c'est ce graphique-ci, toujours en brun noir, par rapport donc ici à la dette en pourcentage du PIB, donc c'est généralement la métrique qui est utilisée pour pouvoir comparer donc les pays entre eux en termes de dette, et vous voyez que ce que nous voyons ici c'est une échelle inversée, donc plus on monte ici, plus ça augmente, donc ça c'est pour le graphique noir, et ce qui est en rose ici, plus on monte, plus ça descend si vous voulez. Donc ça veut dire que plus ça descend, plus la dette en pourcentage du PIB pèse lourd. Et on voit qu'il y a vraiment cette corrélation inverse entre la part de la population active aux US et le gouvernement qui doit donc imprimer de l'argent pour compenser cette perte de personnes actives, de population active dans son économie.
Dernier graphique de ce fonds d'investissement que je trouvais intéressant à vous montrer aujourd'hui, c'est toujours donc la dette en pourcentage du PIB. Donc maintenant l'échelle, attention, est dans la bonne direction. Ici elle était inversée, vous le voyez, maintenant elle est dans la bonne direction, donc elle a été inversée. Par rapport donc à la liquidité de la Fed, donc la Fed c'est la banque centrale américaine, et ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a une corrélation nette, donc ça veut dire que cette dette du gouvernement a été financée donc par la banque centrale américaine, ce qui veut dire débasement monétaire, ce qui veut dire impression de dollars, et donc un dollar qui vaut beaucoup moins. Et on l'a vu donc dans la vidéo sur la monnaie, l'euro a perdu plus ou moins 60% de sa valeur, et le dollar, lui, a perdu presque 99% de sa valeur. Maintenant, passons à la croissance de la productivité. Alors, quand on y réfléchit, la productivité, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre d'unités d'output, donc en sortie, que l'on a par kilojoule d'énergie utilisée. Et l'énergie dans notre société moderne, Charles Gave le dit bien pour ceux qui le connaissent, l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée, et donc c'est l'électricité dans nos sociétés modernes. Ce qu'il faut bien donc comprendre, c'est que l'énergie économique, si vous voulez, c'est l'électricité dans nos sociétés modernes. Ce graphique donc doit être plus clair, nous avons de l'énergie en entrée, donc de l'électricité en entrée, nous avons cette transformation et nous avons des unités d'output en sortie. Et donc la tech a été un énorme driver, donc tout ce qui est technologie, et j'inclus aussi donc l'IA, de cette croissance de la productivité. Parce que justement, la technologie, c'est toujours d'optimiser et de faire plus avec la même quantité ou même moins d'énergie. Mais il y a eu donc cette bataille entre cette dépopulation, cette dette qui augmente, et aussi cette technologie, cette augmentation de productivité. Et comme nous l'avons vu donc dans les croissances de PIB, la dépopulation a gagné pour l'instant contre la tech. Mais je pense que ça peut s'inverser avec justement l'IA et toutes les nouvelles technologies et toute la croissance exponentielle que ça va arriver. Pour ce qui est maintenant donc de la dette privée spécifiquement, nous voyons ici sur ce graphe qu'en 2008, il y a vraiment eu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc ce désendettement privé qui a été compensé par un endettement public. C'est ce qui fait que donc les entreprises ont moins de dettes, ou en tout cas ont servi leur dette, donc ils ont payé le service de la dette, mais que les gouvernements donc ont compensé pour faire tourner la machine économique, si on veut. Un pays par contre qui a fait des miracles pendant cette période, c'est effectivement la Chine. Et donc on va voir, la Chine a forcément gagné sur la croissance de la population. Elles avaient une croissance énorme, ils sont même venus à devoir donc limiter cette population avec le One Child Policy. Donc en gros, les familles ne pouvaient avoir qu'un seul enfant pour réduire la population. Ensuite, ils ont emprunté énormément et donc la croissance de la dette était positive dans ce pays-là, et également la productivité était importante parce qu'ils se sont de plus en plus spécialisés dans des technologies de pointe, et maintenant ils ont fait leur premier avion de ligne, il me semble. Donc ils continuent dans cette spécialisation et dans cette augmentation de productivité. Ce que nous avons constaté, c'est que le Covid a tout changé. Ici, Amazon maintenant emploie plus de robots, entre guillemets, que d'humains. Et donc c'est une tendance qui commence à se généraliser un peu partout et qui s'accélère. Pourquoi ? Eh bien parce que les robots, comme je l'ai dit précédemment, c'est un petit peu comme avoir de la population infinie en termes économiques, sur la masse salariale, et donc des robots, c'est un petit peu, donc avec l'IA par exemple, ce sont des cerveaux un petit peu infinis, ou en tout cas quasiment infinis, ou en tout cas en plus grande proportion que les humains. Et pour Amazon par exemple, ils font aussi donc des tâches beaucoup plus dangereuses, qui pourraient être plus dangereuses pour des humains, et donc il y a toute cette productivité là, le fait qu'ils soient donc productifs H24, 7 jours sur 7, etc., etc. Que ce soit bien ou mal, c'est pas ici le débat, mais le fait est qu'un robot est toujours forcément plus productif s'il n'y a pas de bug qu'un humain. Mais donc,
quel sera le bottleneck, donc le goulot d'étranglement de cette nouvelle ruée vers l'or, entre guillemets? Eh bien c'est l'énergie. L'énergie pour moi c'est l'avenir de la productivité. On le voit, Microsoft donc, et finalement tous les géants de la tech construisent des data centers, principalement donc aux US, mais il y en a beaucoup en Chine, un peu moins en Europe malheureusement, mais on voit que Microsoft rachète donc des anciennes centrales nucléaires parce qu'ils savent que ce qui va bloquer un moment, ce sera l'énergie, puisque ces gros data centers consomment énormément d'énergie, et donc, comme Charles Le Gave le dit, l'énergie, l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Et donc, ce qu'ils veulent pour continuer leur croissance, c'est de l'énergie. Et donc, posséder leur propre centrale nucléaire, parce que c'est l'énergie la plus dense que nous connaissons dans le monde, puisque les centrales à fusion ne fonctionnent pas encore de manière optimale. Imaginez maintenant un petit peu que nous ayons de l'énergie abondante, que nous ayons donc cette croissance de la population grâce aux robots, eh bien qu'avons-nous? Imaginons que nous arrivions donc à doubler la population active grâce donc aux IA et aux robots. Donc nous avons cette croissance de la population qui est doublée. Et avec de l'énergie en abondance et donc peu cher, puisque si quelque chose est abondant, il est peu cher. C'est pour ça que les politiques de réduction du nucléaire, par exemple, ne font aucun sens puisque ça ne fera qu'augmenter le coût de l'électricité finalement. Eh bien, imaginons que nous l'ayons en abondance, eh bien la croissance de la productivité double aussi. Ce qui fait que le PIB pourrait grossir de 30%, ou même de plus, j'en sais rien, mais vraiment de pourcentage assez gigantesque en fait. Je ne sais pas bien évidemment voir l'avenir, mais imaginons une seconde que ça se passe effectivement plus ou moins de manière similaire à cela. Qu'est-ce que nous aurons? Eh bien nous aurons un choc déflationniste, parce que tout ce qui coûte cher aujourd'hui, donc comme la main-d'œuvre, l'électricité, si ça devient moins coûteux, moins onéreux, eh bien je ne sais pas vraiment ce qu'il en résultera, mais en tout cas ce sera assez majeur, et donc tous les biens et les services auront tendance donc à diminuer de prix pour moi. Si effectivement ça se passe comme je viens de le décrire, qu'est-ce qui restera en fait? Parce qu'il y a plein d'industries qui vont complètement être ce qu'on appelle disruptées, donc complètement changées, renversées. Qu'est-ce qui restera? Pour moi, il restera les industries de personne à personne, donc les choses, par exemple les kinés, enfin toutes ces industries qu'on ne peut pas remplacer, mais également, moi ça m'intéresse dans le milieu financier je pense, tout ce qui est conseiller, gestionnaire de patrimoine, tous ces gens où il y a quand même besoin d'une fibre un petit peu humaine, forcément bien tout ce qui est métier de la santé, etc. Mais je pense que tout ce qui est vraiment cette fibre humaine que eh bien, l'IA ne peut pas encore répliquer, eh bien seront relativement. Mais ça, on ne peut pas le prédire, et donc nous verrons.